toi, bonjour à vous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Comment tu fonctionnes, partie 2. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que je vous transmette et que je vous partage certaines clés, certaines compréhensions qui sont essentielles. On va partir du principe qu'on s'imagine que de nous s'enlèvent tous nos blocages, tous nos maux MAUX, physiques, émotionnels, psychiques, toutes nos peurs, nos colères, nos angoisses, nos stress, nos dépendances, nos addictions, nos pulsions, nos croyances limitantes, nos fidélités négatives. Tout ça s'enlève de nous et on se rend compte que de manière très naturelle, on ressent une sensation de bien-être. Alors le bien-être est propre à chacun. Certains vont dire, effectivement, je ressens que je suis détendu, serein, ma respiration peut enfin se déployer, elle est fluide, je ressens comme une énergie qui circule en moi, je ressens du calme à l'intérieur, tout simplement, je me sens bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on est d'accord que rien ni personne ne nous a mis ce bien-être à l'intérieur de nous. Cette sensation d'être bien est là depuis toujours, elle est originelle et on se rend compte qu'elle est tout simplement obstruée, elle est enfouie à l'intérieur de nous depuis toujours à cause de tout ce qui a pu faire qu'on se sent mal aujourd'hui. Mais on se rend bien compte que si tout ça s'enlève de manière naturelle, émerge cette sensation d'être bien. Si on arrête ce petit vélo dans la tête qui tourne sans cesse, si on se pose juste un instant et qu'on laisse partir tout le négatif, oui, naturellement, je me sens bien. Où est-ce que j'ai envie d'en venir? J'ai envie que, aujourd'hui, dans cette vidéo, on prenne de la hauteur et qu'on regarde les choses avec peut-être pour certains un regard différent. Avant d'être un être humain limité dans un corps physique, nous sommes une âme. Une âme qui est venue s'incarner. S'incarner, ça veut dire dans la chair, dans la matière. Une âme qui est venue s'incarner dans le corps pour expérimenter sa vie sur Terre. Je vais mettre les choses au clair tout de suite. Je ne parle en aucun cas des religions. Si j'utilise le mot sacré, le mot divin, Dieu, la source, l'univers, jamais je ne fais allusion à une religion, quelle qu'elle soit. Ok? Donc, nous sommes tous, enfin chacun, une âme qui est venue s'incarner dans un corps physique pour vivre une vie sur Terre. Cette âme, sur un autre plan, sur une autre dimension, cette âme a absolument tout choisi, c'est-à-dire cette âme choisit absolument tout ce qui va composer la vie de l'être humain une fois incarné. Cette âme, elle va choisir sa maman, son papa, sa fratrie si elle en a, tous les événements qui vont composer sa vie, elle va absolument tout choisir, c'est-à-dire qu'au moment où elle s'incarne, c'est donc un choix, ok, un choix vraiment consenti de l'âme d'aller vivre cette vie-là. Cette âme, elle part avec des ressources en elle. C'est-à-dire que l'être divin, une fois incarné, donc humain, moi j'appelle l'être divin humain, une fois incarné, a absolument, l'être humain divin, une fois incarné, a absolument tout en lui pour pouvoir vivre cette vie, pour pouvoir transcender, transmuter, guérir, apporter de la lumière et de l'amour sur tous les événements, aussi traumatisants qu'ils puissent être. L'âme a absolument tout en elle pour pouvoir vivre cette vie de la meilleure façon qu'il soit. Quand on se rend compte que, au-delà de cet être humain limité, quand on se rend compte que finalement nous sommes des êtres bien plus puissants que ça, illimités, et que c'est l'âme qui a choisi de s'incarner à tel moment, dans telle famille, avec telle situation, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
nous sommes responsables. C'est très simple. Il y a deux chemins dans la vie qu'il est pour moi indispensable d'intégrer. C'est soit on décide d'être responsable, soit on décide d'être victime. Si on est victime, bien évidemment, on rentre dans ce cercle vicieux de j'ai la poisse, j'ai jamais de chance, la vie s'acharne sur moi. On va rentrer dans des émotions extrêmement négatives et donc dans des vibrations extrêmement négatives, et on va faire que attirer des choses qui sont similaires, qui sont sur la même longueur d'onde de tout ce qu'on peut vibrer de négatif en lien avec cette victimisation. Ok ? Maintenant, si on prend de la hauteur et qu'on se dit « Ok, j'ai choisi sur un autre plan, mon âme a choisi tout ce qui compose ma vie, même si c'est très douloureux, toujours est-il que j'ai choisi de vivre ça. Pourquoi ? Pour apprendre de moi, apprendre de la vie et surtout me servir de tous les outils que j'ai emmenés avec moi qui vont me servir à réparer, à guérir et à transmuter tous les événements qui composent ma vie. Là, on fait le choix d'être responsable. C'est-à-dire que ce n'est plus la faute des autres, ce n'est plus la faute à pas de chance, ce n'est plus une fatalité, d'accord ? C'est-à-dire que si je vis telle chose, c'est qu'en amont, je l'ai choisi et que j'ai donc toutes les ressources en moi pour pouvoir dépasser ça et, en prime, apprendre de moi, apprendre de la vie et grandir en compétences, en amour, en compréhension. Ok ? Il me semble indispensable, vital, obligatoire qu'aujourd'hui, chacun prenne ses responsabilités et se recentre sur soi et que chacun prenne de la hauteur quant à la compréhension du sens de la vie. Alors, moi, je parle de ça de manière assez simple. Il y en a d'autres qui connaissent le sujet de l'incarnation, de tout ça, et qui l'expliquent bien mieux que moi. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est juste que j'ai envie que vous regardiez les choses d'un angle différent. Il y en a peut-être qui sont complètement réfractaires à tout ça. Il y en a peut-être qui n'ont aucune envie de s'embarquer là-dedans. Vous avez le droit, chacun est libre. Je vous demande juste de pourquoi pas se dire, allez, admettons que, ouais, on est une âme et qu'on est venu s'incarner sur Terre. On imagine que c'est une hypothèse. Croyez-moi que déjà, ça va changer beaucoup de choses. Tout simplement, si déjà, on reprend notre responsabilité. C'est essentiel, c'est hyper important. Et c'est pour ça que dans la première vidéo, je vous ai un moment parlé, je vous ai parlé du fait qu'on pouvait aborder le travail sur soi avec beaucoup d'amour et de soin. Parce que finalement, on est venu pour ça. On est venu s'incarner pour se souvenir qu'on est bien plus puissant que ce qu'on veut nous faire croire depuis des éons. Et qu'on est venu s'incarner pour apporter cette lumière, cet amour sur tout l'ombre qui compose notre vie. Et je trouve que c'est salvateur que d'intégrer vraiment ça. Quand on comprend qu'on a choisi tous les événements qui composent notre vie, mais qu'on n'est en rien parti nu, on est parti avec une caisse, un outil rempli de tout un tas de facultés qui nous permettent de transmuter toutes les choses qui composent notre vie et qu'avec ça, on apprend à se connaître davantage. Je trouve ça absolument merveilleux. Il faut bien se dire que cette âme, elle emmène avec elle non seulement les outils nécessaires pour transmuter tout ce que nous allons rencontrer dans notre vie, mais elle est aussi dotée de tous nos dons, nos compétences, de tout ce qui fait que l'on est unique et que l'on a chacune à apporter quelque chose dans cette vie, envers nous-mêmes, envers nos proches et envers l'humanité tout entière.
Si il était important pour moi de parler de ça, c'est évidemment, vous avez compris, pour que aujourd'hui, ici et maintenant, chacun et chacune reprenne sa responsabilité. Et qui veut dire responsabilité dit prendre soin de soi, être à l'écoute de soi, enlever les œillères qui peuvent faire qu'on n'a aucune envie de voir telle ou telle chose, assumer ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit, et regarder en face tous les domaines de notre vie et peut-être pourquoi pas faire le point sur chaque domaine pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut plus, etc. Cette première partie étant terminée, je vais maintenant vous parler des jumeaux et jumelles de conception. J'en ai parlé lors de la première vidéo et je vais ici développer le sujet. Si vous vous souvenez bien, au moment du couple, quand je parlais du couple, le premier couple de notre vie étant bébé dans le ventre de maman avec sa maman, forme un couple. Et j'avais dit, excepté celles et ceux qui avaient un jumeau ou une jumelle de conception. Les jumeaux que l'on voit incarnés, alors jumeaux, triplés, quadruplés, mais on va rester ici sur l'exemple du jumeau. Les jumeaux incarnés sur Terre, ce sont donc deux âmes qui ont choisi de venir s'incarner ensemble dans cette vie avec la même maman et donc de vivre en tant que jumeaux cette vie. Ça, ce sont les jumeaux que l'on peut voir incarnés sur Terre. Il s'avère qu'à plus de 80%, nous étions avec un jumeau ou une jumelle de conception, nous étions plusieurs dans le ventre de maman. Une fois de plus, on a pu s'incarner à 2, à 3 ou à 4, mais je reste sur l'exemple d'une incarnation à 2. Ça veut dire qu'il se peut très bien que dans le ventre de maman, vous étiez avec un jumeau ou une jumelle de conception. C'est-à-dire que sur un autre plan, votre âme et celle de votre jumeau ou jumelle ont décidé de venir s'incarner ensemble. Sauf que pendant la grossesse et souvent pendant les premiers mois de gestation, le jumeau ou la jumelle décide de se désengager et vous laisse seul continuer votre vie intra-utérine et votre vie sur Terre. Ça arrive très très fréquemment. Je vous dis, plus de 80% des cas, des gens avaient un jumeau ou une jumelle de conception. Alors il y en a qui le savent, et il y en a qui l'ignorent complètement. C'est très courant qu'en début de grossesse, une maman perde un petit peu de sang, ça peut être un jumeau qui s'en va, ou alors le jumeau se désagrège dans le ventre et se mélange au liquide, etc. Ou alors on retrouve même parfois lors de l'accouchement des petites particules, des petits morceaux de quelque chose, et ben ça peut être tout à fait le résidu d'un jumeau ou d'une jumelle de conception. Pour celles et ceux qui avaient un jumeau ou une jumelle, tout de suite, rien qu'en entendant ça déjà, vous pouvez ressentir en vous qu'il y a quelque chose qui se passe parce que ça fait écho avec votre vécu. Quelles peuvent être les conséquences d'avoir eu un jumeau ou une jumelle de conception? Il y en a tout un tas en fonction de la perception de chacun, mais je vais quand même donner quelques exemples. Une sensation d'une profonde solitude, comme s'il manquait quelqu'un avec nous en permanence. Ça peut être un enfant qui a créé un ami imaginaire, par exemple. Donc, ça peut être effectivement le cas d'un enfant qui avait un jumeau ou une jumelle de conception. Il peut tout simplement se passer quelque chose de physique, ne serait-ce qu'à entendre ce que je dis, dans le ventre par exemple, parce que ça s'est passé dans le ventre, vous pouvez sentir quelque chose dans le ventre là qui est en train de vous travailler. Au moment où le jumeau ou la jumelle se désengage, l'âme, le bébé qui reste dans le ventre peut se sentir rejeté, peut se sentir trahi, peut se sentir abandonné, peut trouver ça complètement injuste, peut se sentir ensuite toute sa vie coupable. Il y a des personnes qui se sentent coupables très souvent pour tout,
Eh bien, tout simplement parce que dans le ventre, le bébé se dit que le jumeau est parti, et donc mort, et que l'âme qui reste, elle, vit, donc elle peut se sentir coupable d'être vivante. Ça peut être tout à fait aussi un sentiment de dévalorisation, c'est-à-dire que je n'étais peut-être pas assez bien pour que le jumeau ou la jumelle reste avec moi. Enfin voilà, il y a autant de ressentis que de perceptions que d'êtres humains. Mais sachez que bien évidemment, avec le détachement de traumatisme, je suis en mesure d'aller retrouver à l'origine si vous aviez un ou plusieurs jumeaux, si c'était une fille ou un garçon, et bien évidemment libérer ensuite avec le soin tout ce qui émotionnellement vous dérange. Donc ça, c'est le jumeau ou la jumelle de conception. Et bien sûr, ce couple avec ce jumeau prime sur le couple avec maman. C'est-à-dire que toutes les perceptions que vous avez ressenties dans le ventre au moment où le jumeau ou la jumelle se désengage, si c'est en rien, bien sûr, travaillé efficacement, vous allez le revivre dans votre vie de couple plus tard. Un petit exemple, si par exemple vous étiez 3 dans le ventre de maman, c'est-à-dire vous avec un couple de jumeaux ou jumelles, il se peut, c'est un exemple, que plus tard vous attiriez à vous que par exemple des hommes mariés ou des femmes mariées. Pourquoi? Parce que vous cherchez de manière inconsciente ce trio, d'accord, que vous aviez à l'origine dans le ventre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, le sujet du jumeau, je l'ai donc évoqué. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet de notre conscient qui se construit de 7 à 14 ans. Nous passons au schéma tout de suite. Donc voilà notre conscient qui s'affiche ici en bleu, c'est l'ovale bleu. Notre conscient qui s'active de nos 7 à 14 ans. Lui, on peut aussi l'appeler le mental, le rationnel. Notre conscient, lui, il est analytique, c'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on analyse tout un tas de choses. Heureusement qu'on a notre mental, notre conscient, parce qu'il nous permet plusieurs choses, mais il faut quand même se dire que le conscient n'est que 5% de qui l'on est, contre 95% qui est du domaine de l'inconscient. Ok ? Notre conscient, il a sa propre logique, hein, donc contrairement à l'inconscient qui, lui, est global, souvenez-vous, notre conscient, lui, il est spécifique. C'est-à-dire qu'il met son focus sur les choses. Si vous écrivez, si vous dessinez, vous avez besoin de mettre votre focus sur ce que vous êtes en train de faire. Il y a une notion derrière ça de concentration. Tout ce qui est du domaine de la concentration, d'ailleurs, est du domaine du conscient. Notre conscient, il est temporel. C'est grâce à lui qu'on sait quel jour on est, quelle heure il est. Et c'est justement à ce moment-là qu'on peut apprendre aux enfants, donc à partir de 7 ans, l'heure, la date, le passé, le présent, le futur. Là, enfin, dans leur fonctionnement, ils sont tout à fait à même de recevoir cet apprentissage. Avant, je vous le rappelle, c'est complètement inutile. Notre conscient, lui, c'est tout ce qui est du domaine des chiffres, des calculs et des mots MOTS qui vont pour plus tard conditionner nos mots MAUX. Je reviens juste un petit instant sur les chiffres, les calculs. À l'école, dès la maternelle, on leur apprend déjà les lettres de l'alphabet, on leur apprend déjà à calculer sur une frise jusqu'à 10, jusqu'à 20 et même plus. Dans l'idéal, l'enfant avant 7 ans, on devrait le laisser être dans sa créativité, dans son côté artistique, dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est l'inconscient. Dans l'idéal, on devrait juste les laisser vivre cette période dans laquelle ils aiment jouer, ils aiment faire de la motricité, ils aiment faire tout un tas de choses, mais en rien, on doit leur
apprendre déjà des notions de chiffres et de calcul, on se rend bien compte que déjà en maternelle, ils ont cette notion de compétition. Pour un enfant qui a des difficultés en calcul, il va se sentir dévalorisé par rapport à d'autres qui, par exemple, peuvent être dits surdoués ou en avance. Et très vite, on colle des étiquettes d'un enfant à problème, etc. Alors que lui, avant ses 7 ans, dans son fonctionnement, je le rappelle, c'est tout à fait logique que les chiffres et les calculs, pour lui, pour le moment, ne lui correspondent en rien. Notre conscient, lui, il connaît le ne pas, hein, c'est l'être humain qui l'a inventé, donc ça, il le connaît bien. Et notre conscient, quand je disais tout à l'heure, c'est du domaine des chiffres, des calculs et des mots MOTS qui provoquent nos mots MAUX. Je vais donner un exemple pour illustrer cet argument. C'est que si on passe notre temps à dire « ça me prend la tête », on peut avoir des maux de tête. Ça me saoule, on peut avoir comme des sensations de vertige. J'en ai plein le dos, ça m'est resté en travers de la gorge, j'ai eu du mal à digérer ce qu'on m'a fait, ça me casse les pieds, etc., etc. On peut avoir, enfin c'est même pas on peut, c'est que la vibration du mot a un impact sur notre santé physique. Ok ? Il y a plein d'exemples. Si par exemple vous avez des problèmes de surpoids et que vous passez votre temps à dire ça me pèse, c'est lourd, ça me gonfle, vous allez gonfler et vous allez entretenir ce poids qui est là et qui traîne. Non seulement déjà vous pouvez apprendre à avoir du recul sur les mots que vous employez, et en plus de ça, si vous voulez rentrer plus en introspection, je vous conseille vivement d'acheter ou de télécharger le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est un ouvrage absolument merveilleux et qui explique parfaitement bien les liens entre les mots, les malaises, les symptômes, les maladies et l'état émotionnel qui est à l'origine de ça. Donc, l'importance des mots MOTS qui ont un impact sur nos mots MAUX. D'ailleurs, cette phrase que beaucoup de gens emploient trop souvent, celle de « j'ai du mal à faire telle chose »,« j'ai du mal avec telle personne »,« j'ai du mal à nanana »,« j'ai du mal », c'est comme si on s'induisait en permanence du mal à l'intérieur de nous. Au lieu de dire « j'ai du mal », on peut tout simplement et plus naturellement dire « j'ai des difficultés avec », j'ai des difficultés à faire, etc. C'est beaucoup plus doux pour notre corps. Notre conscient, il se construit en fonction de la perception que petite fille ou petit garçon vous avez eu de papa, de 7 à 14 ans. Papa, lui, ça va conditionner pour plus tard, cette relation avec papa, la perception que vous avez eue de papa, de votre relation à papa, va conditionner pour plus tard le rapport à l'action, au faire. Il y en a qui débordent d'idées, mais qui en rien ne peuvent passer à l'action, ils ne savent pas quoi faire. Voilà, ça c'est en lien avec papa. Le faire, donc F-A-I-R-E, mais c'est aussi le faire F-E-R. C'est-à-dire que des personnes qui ont un manque de fer ont pu percevoir à un moment donné un manque de papa ou une absence de papa. Et trop de fer dans le sang peut, à l'inverse, provenir d'une perception où on avait trop de papa sur nous, une pression de papa sur nous, à un moment donné, pendant cette période de 7-14. Papa, lui, il conditionne mon rapport à la scolarité. Et pour plus tard, au professionnel. Ok, si on rencontre une ou plusieurs difficultés avec l'école ou avec son professionnel, plus tard en tant qu'adulte, il est intéressant d'aller voir à quel moment il y a eu quelque chose qui a été perçu de négatif dans la relation à papa. Papa, c'est aussi le rapport que j'ai avec l'autorité, quelle qu'elle soit, avec la hiérarchie. Par exemple, un problème avec un patron, une réaction avec les forces de l'ordre, par exemple, tout ce qui est le côté administratif, le gouvernement, toutes ces branches, tous ces domaines sont liés à ma relation à papa.
D'ailleurs, on peut voir dans certaines villes ou dans certains coins où le papa est pour la plupart du temps absent, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a une réaction euh, vis-à-vis, par exemple, des forces de l'ordre, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. En tout cas, tout ce qui est en lien avec la hiérarchie, les supérieurs, l'autorité quelle qu'elle soit, c'est directement en lien avec papa. Papa, ça conditionne aussi pour plus tard mon rapport à l'engagement. L'engagement, engagement envers un projet, envers un partenaire, voilà, tout ce qui est en lien avec le fait de m'engager dans quelque chose. Si on rencontre une problématique dans ce domaine, c'est en lien avec papa. Il y a aussi un rapport avec la procrastination, hein, c'est-à-dire remettre à demain ce que je peux faire maintenant. Contrairement à ce qu'on pense, c'est en rien de la fainéantise, c'est bien plus profond que ça. Et s'il y a un blocage au niveau de ça, il serait intéressant d'aller voir dans le domaine de papa. Papa, c'est aussi ma confiance en mes capacités. Vous vous souvenez, du domaine de l'inconscient, c'était plus la confiance en moi, en tant qu'être. Là, c'est par rapport à mes capacités. Est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens incapable? Ça, c'est du domaine de papa. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans l'action. Hein. Les capacités, c'est à partir du moment où on met quelque chose en action, dans le faire. Et papa, c'est le lien avec le nom de famille. Vous vous souvenez, maman, c'était le prénom qui était mon identité. Et papa, c'est le nom de famille. Si on a une problématique avec son nom de famille, on peut tout à fait, via une séance de détachement, aller régler cette problématique pour se réconcilier avec son nom de famille. Car mon prénom plus mon nom de famille, ça va vraiment symboliser qui je suis, mais vis-à-vis de la société. Ok ? Donc c'est important. Si, bien sûr, on rencontre un mal-être ou quelque chose vis-à-vis de son nom de famille, on va le régler et ça va régler toute la lignée du côté de papa et ça peut aller régler bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Il y a d'autres domaines que je vais en rien mettre sur le schéma, mais qui sont aussi à prendre en compte. Je vais vous donner quelques exemples pour comparer. Par exemple, les personnes qui ressentent du stress, c'est en lien avec papa. En revanche, pour celles et ceux qui rencontrent de l'angoisse, c'est en lien avec maman. Ok ? Celles et ceux qui rencontrent des difficultés ou des peurs ou des blocages à conduire sur l'autoroute. L'autoroute est en lien avec papa. Tout ce qui est route annexe, c'est en lien avec maman. Si par exemple on a des problématiques vis-à-vis des repères, on manque de repères, c'est en lien avec papa. En revanche, si on a un problème d'orientation, c'est en lien avec maman. Donc vous voyez, c'est plein de petites subtilités comme ça, mais de par les mots que vous employez, de par ce que vous pouvez ressentir, nous, en tant que thérapeute, déjà, ça nous dirige pour savoir de quel côté, entre guillemets, on doit aller voir pour aller régler cette problématique. Donc bien sûr, il y a autant de perception que de ressenti, que d'être humain, hein, comme je le disais tout à l'heure, et chaque histoire est vraiment propre à chacun. Chaque histoire est unique et chaque être humain est à prendre en compte vraiment dans son entièreté par rapport à ce qu'il a vécu. Là, je vous fais vraiment quelque chose de très schématisé, que ce soit de l'inconscient, du conscient, et dans la troisième vidéo, vous verrez, parce que ce sont les grandes lignes. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les exemples et dans tous les cas de chacun, parce que vous doutez bien que ça va prendre des heures et des heures. Mais je sais très bien qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont eu aucune maman, qui n'ont eu aucun papa, qui ont été adoptées. Chaque situation est unique. Toujours est-il qu'il est possible d'aller régler tout, absolument tout ce qui a pu à un moment donné vous bloquer et qui à un moment donné vous a traumatisé et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui remontent et qui font que vous allez mal. Toujours est-il qu'en séance de détachement, je prends en compte absolument l'histoire de chacun et il y a quand même une solution en termes de libération. Peu importe ce que vous avez vécu,
peu importe votre histoire. En tout cas, chaque histoire a son importance, même s'il y a des choses qui peuvent paraître anodines. Pour moi, comme je l'ai dit lors de la première vidéo, il n'y a aucun degré d'importance dans les traumatismes ou dans les ressentis ou dans les perceptions. Je prends absolument en compte avec la même neutralité bienveillante chaque cas, chaque histoire et chaque événement. Donc voilà, nous en avons fini avec notre conscient. Je vous laisse donc aller voir dans quel domaine éventuellement il peut y avoir une problématique. Il peut y avoir un domaine, tous les domaines, aucun domaine. Et aller voir du côté de papa, comment j'ai vécu ma relation à papa. Autant moi envers lui que lui envers moi. Hein. Et pour maman, c'est pareil, c'est maman envers moi et moi envers elle aussi. Hein. Il y a toujours cette notion de réciprocité. Et bien évidemment, je vous expliquerai dans la 3e vidéo, à la fin de la 3e vidéo, le protocole d'une séance de détachement, où je veux en venir quand je vous raconte tout ça. Parce que bien sûr, il est très important de prendre conscience de ce qui va mal en nous, mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai une technique efficace pour vous permettre de libérer et de revenir à cet être lumineux et plein d'amour. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine.